Bonjour et bienvenue dans la brasserie du mardi. Cette semaine, on revient sur l'incroyable dénouement en Formule 1 avec Luc Demongeot. On discute ensuite avec Daniel Bizantini du fiasco de la fermeture des secteurs visiteurs dans les stades suisses. Et on rejoint Robin Carrel dans les Grisons pour parler de ski de fond, ski cross, saut à ski et ski alpin. Bonne écoute. Luc Demongeot, notre spécialiste Formule 1, nous rejoint dans la brasserie du mardi. Salut Luc. Salut Sylvain. Quel incroyable dénouement en F1. Ouais, alors effectivement, le titre s'est joué dans le dernier tour du dernier Grand Prix. C'est toujours le scénario idéal. Tout le monde dit que ce serait bien que les saisons se déroulent comme ça et ça n'arrive jamais. C'est arrivé, à vrai dire, une fois en 2008 et puis c'est arrivé cette fois-ci où ça s'est joué dans le dernier tour du dernier Grand Prix. Alors évidemment que le suspense là, il est total parce que de nos jours, les budgets, les enjeux financiers, promotionnels, tout ce que tu veux sont énormes. Et quand ça se joue entre 5 km 2, c'est fantastique. Hamilton, il faisait la course en tête, hein. Il y a eu, enfin, rappelle-nous dans les grandes lignes si les gens n'ont pas suivi, juste se remettre Oui, en alors tête. donc les deux, il restait deux pilotes en lutte pour le titre, hein, Hamilton et Verstappen. Lewis Hamilton et Max Verstappen avaient tous les deux 369 points et demi. Donc après 21 Grands Prix, 1239 tours de course et 6100 km de course, ils étaient arrivés exactement à égalité. Égalité de points ou demi-point près, ça aussi, ça n'arrive quasiment jamais. Enfin, ça n'est jamais arrivé à ce point-là. Et donc, tout allait se jouer en une seule course. Donc, quand on a tout un championnat du monde qui joue en une seule course, c'est déjà lourd parce que les écuries de Formule 1, c'est des monstres sportifs. C'est une écurie de Formule 1, c'est 2000 personnes. Il n'y a aucun sport qui a des équipes de 2000 personnes, hein. Même le PSG, ils sont 450, je crois. Donc, c'est des équipes monstrueuses derrière deux pilotes. Et quand un pilote tourne le volant, c'est en fait 2000 personnes derrière qui sont avec lui. Donc, c'est déjà des enjeux très lourds. Et ils arrivaient donc, ces deux-là, à égalité de points parfaite, alors qu'il restait une course. Donc, tout allait se jouer déjà en une course. C'est déjà lourd. Mais au départ, il y avait des stratégies différentes. Verstappen partait avec des pneus très tendres qui n'allaient pas durer longtemps. Hamilton avec des pneus plus durs. Hamilton a pris un meilleur départ. Et puis, en course, Hamilton était visiblement imbattable. Il allait gagner avec une douzaine de secondes d'avance. Tranquille, il n'y avait rien à faire. Et à 10 tours de la fin, le patron de Max Verstappen lui a dit à la radio: Max, il faudrait que les dieux du sport automobile se penchent sur nous et qu'un miracle se produise. Le miracle s'est produit à 5 tours de la fin, quand un pilote canadien est sorti de route. Il a nécessité l'apparition de la voiture de sécurité. La voiture de sécurité, elle ralentit tout le monde, elle neutralise la course en quelque sorte, et puis les écarts se réduisent à rien. Donc Verstappen, qui avait 12 secondes de retard, se retrouve juste derrière. Mais en plus, son écurie en a profité pour lui chausser des pneus neufs, et en Formule 1, les pneus ont une énorme influence entre un pneu soft neuf et un pneu dur usé comme avait Hamilton. C'est 5-6 secondes au tour, c'est un écart monstrueux. Chez Mercedes, ils n'ont pas pu arrêter Hamilton parce qu'il était en tête. S'il l'arrêtait, l'autre ne s'arrêtait pas et Hamilton était cuit. Et donc Hamilton ne s'est pas arrêté pour changer de pneus, donc il avait ses vieux pneus. Mais on pensait que la course n'allait pas repartir parce que le crash qui s'est produit, il y avait beaucoup de pièces détachées de partout, il fallait nettoyer la piste. Donc on s'est dit, bon, à 4 tours de la fin, c'est fini, il n'y aura plus de course et ça va se terminer comme ça. Le règlement permet d'arriver derrière le safety car. Et puis le directeur de course, là, a fait une entorse au règlement. Il a décidé, pour vite permettre un dernier tour de course, de faire doubler les voitures attardées qui étaient entre les deux. Enfin, je vous passe les détails, mais toujours est-il qu'il s'est assis, le directeur de course, sur plusieurs articles de l'article 48-12 du règlement sportif pour qu'il y ait une dernière tour de course. Et ce dernier tour de course, bien sûr, c'est là que le championnat se jouait. Et on s'est retrouvé avec Hamilton en tête avec des pneus usés et durs, et puis derrière, Verstappen avec des pneus tendres, neufs. Évidemment, ce n'était pas la même catégorie. Et Verstappen n'a fait qu'une bouchée d'Hamilton et il a gagné le titre. Et évidemment, Mercedes sont furieux de ça parce que le règlement, en principe, il est suivi à la lettre. Même Hamilton a été disqualifié du Grand Prix du Brésil pour un aileron, figurez-vous, 0,2 mm trop grand. Alors, quand on chipote d'un côté sur 0,2 mm, puis qu'on s'assied sur le règlement de l'autre pour laisser Verstappen gagner, ça n'est pas tout à fait juste. Et Mercedes a déposé réclamation après la course contre ce résultat, contre le résultat du championnat du monde, contre le titre de Max Verstappen. La réclamation, ils se sont fait débouter le dimanche soir. Les commissaires ont jugé que oui, il y avait des entorses, mais que ça irait comme ça. Et Mercedes a fait appel de cette décision. Et ils ont maintenant 96 heures jusqu'à jeudi soir pour confirmer ou non le rappel. Alors, à cette heure-ci, je viens de regarder le site de Mercedes. On a un petit WhatsApp interne. Ils n'ont pas encore décidé. Le grand patron de Daimler AG, Ola Källenius, serait pas très chaud apparemment pour porter ça devant les tribunaux parce que
ça fait un peu mauvais perdant en quelque sorte. Et Mercedes n'a pas envie d'être mauvais perdant. Et d'un autre côté, il y a l'écurie, Toto Wolff et tout, qui se sont battus comme des lions pendant une saison pour perdre sur un article du règlement pas respecté. Ils ne sont pas d'accord. Donc là, je pense que chez Mercedes, ça barde et ils doivent décider quoi faire. On saura d'ici jeudi soir ou plus tard. Mais il y a un petit souci, c'est que jeudi après-midi, jeudi soir, en début de soirée, il y a le gala de la FIA au Louvre à Paris et le titre mondial sera donné à l'un des deux pilotes. Alors, il faudrait mieux savoir d'ici là qui sera celui qui va recevoir ce prix. J'aurai la chance d'y être à cette soirée de gala de la FIA jeudi et je pourrais vous envoyer des photos, mais toujours est-il qu'il y a une espèce de problème technique, c'est que le prix sera remis aux champions jeudi et puis qu'ils ont jusqu'à jeudi soir pour déposer ou non leur réclamation. Donc ça veut dire que ça pourra encore changer vendredi. On pourra avoir Alors, Hamilton sur le tapis vert champion du monde. C'est possible? Alors voilà, c'est tout à fait possible. Si jamais Mercedes confirme la volonté de faire appel, un tribunal va se réunir, c'est le tribunal d'appel de la FIA qui est à Paris, et le tribunal va décider sur pièce, en écoutant les parties, qui avait raison et qui a eu tort dans cette affaire. Il est possible, c'est ce qu'aimerait Mercedes, c'est que le classement de la course soit arrêté 2 tours avant le safety car. C'est comme ça que le règlement le prévoit. En cas de micmac, on stoppe le classement 2 tours avant. Et 2 tours avant, Hamilton était en tête, donc il est champion. Donc Verstappen n'est plus champion. C'est encore possible. Ouais. Ouais. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plus de clarté dans ces règlements? Parce que là, tu parles d'alinéa, d'interprétation, si j'ai bien compris un petit peu quand même du juge, Michael Massey. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de clarté dans ces règlements? C'est pas un peu trop compliqué? Le règlement est excessivement compliqué, ça c'est le moins qu'on puisse dire. L'article 48 du règlement sportif, c'est la gestion du safety car. Et cet article 48, il y a 12 sous-alinéas. Et par exemple, le sous-alinéa 48.8, il a encore plusieurs sous-alinéas. Et c'est un règlement très compliqué. Alors bien sûr, tout le monde le connaît par cœur dans les écuries. Chaque écurie a un responsable de vérifier que le règlement existe, de respecter le règlement. Et le directeur de course lui-même, Michael Masi, il le connaît par cœur, évidemment, le règlement. Mais il a quelques latitudes, il peut prendre quelques décisions, mais il faut quand même qu'il le respecte. Et là, ça n'a pas été le cas. Il a voulu que ce final soit extraordinairement disputé. Alors évidemment, on jouait le titre sur 5 km, c'est formidable, mais ça ne respecte pas vraiment le règlement. Donc, comment dire, quand on est une écurie comme Mercedes puis qu'on investit 400 millions d'euros, on n'est pas tellement d'accord qu'on s'assoit sur le règlement pour donner le titre à un autre. Évidemment, on comprend la part de Mercedes. Hamilton, lui, il semblerait que Lewis Hamilton serait plutôt d'accord de laisser le titre à Verstappen en disant bon, ben, tant pis pour cette fois, puis on verra l'année prochaine. Mais c'est l'écurie Mercedes qui ne serait pas d'accord de laisser faire comme ça, de laisser, encore une fois, ce règlement ne pas être respecté, alors que jusque-là, on les a ennuyés pour des détails bien plus infimes. Est-ce que le spectacle, du coup, a pris le dessus sur le côté sportif? On sait que la F1, c'est devenu aussi un divertissement avec Netflix. Il y avait pas mal les échanges radio aussi qui étaient diffusés. On a l'impression que c'est un petit peu un grand show. Est-ce que le Oui, spectacle a pris le dessus sur le sport hier? oui, ben oui, exactement. C'est exactement ça qui est arrivé. Michael Masi a voulu faire un dernier tour de grand spectacle. Ça a été le cas. Hein. Je pense que c'était extraordinaire. Il y avait presque 1 milliard de téléspectateurs qui suivaient ce dernier tour. C'était de la folie pure. Donc, c'est ce que Michael Masi a voulu. Et évidemment, c'est ce que Liberty Media, qui détiennent les droits commerciaux, c'est une société américaine qui a acheté les droits commerciaux de la F1. Donc, c'est eux qui décident de tout ce qui se passe au niveau commercial, quel circuit fait quelle course, etc. Ça, c'est eux qui décident. Et eux, ils adorent ça, évidemment. Et c'est eux qui ont vendu les droits à Netflix. Netflix est en train de faire une saison 4 de leur série pilote de leur destin qui sera super suivie. Mais en fait, Netflix a permis de rajeunir nettement l'audience de la F1. C'était avant la moyenne d'âge, je crois que c'était 43 ans, et maintenant c'est descendu à 32 ans. Donc on a permis aux jeunes de s'intéresser à la F1. En réalité, la F1 avait un problème, c'est que les jeunes, ils ne s'intéressent plus tellement aux voitures. Comme il y a 40 ans, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de voiture et qui s'en fichent et qui ne regardaient pas la F1. Parce qu'en fait, on peut s'identifier un peu à la F1 si on a une voiture, on la conduit, c'est un peu la même chose. On voit avec les vitesses au volant maintenant, toutes les voitures ont des vitesses au volant. Beaucoup en tout cas. Et il n'y avait pas cette identification des jeunes à la F1. Mais grâce à Netflix, les gens se sont rendus compte que derrière ces voitures qui tournent en rond, ben, il y a des gens, il y a des pilotes, il y a des duels, il y a des histoires de contrastes très compliquées. Et Netflix a très bien rendu ça en dramatisant parfois un peu. Donc il y a quelques pilotes qui ne veulent plus en faire partie. Max Verstappen n'a pas voulu parler à Netflix cette année parce qu'il trouve que Netflix exagère, il triche un peu sur la vérité pour rendre ça un peu plus intéressant. N'empêche que ça marche. Il y a 76 millions de nouvelles personnes qui suivent la F1 grâce à la série Netflix. Mhm. Euh, on va parler de Verstappen quand même, qui est champion du monde à l'heure actuelle. Son titre, il n'est pas volé, il est mérité. Et puis, c'est un mec un peu fou, quoi.
Oui, alors les deux pilotes, les deux duellistes méritaient le titre, les deux, de toute façon, c'était clair. Verstappen n'a pas même volé ce titre du tout, il a 10 victoires, vous imaginez, il n'aurait pas été titré avec 9 victoires, là il en a une dixième. 10 victoires, c'est un pilote extraordinaire. Il a commencé en F1 à 17 ans, il n'avait pas le permis de conduire, il a eu le permis de conduire l'année d'après. Euh, et tout de suite, il a gagné son premier Grand Prix dès qu'il est arrivé chez Red Bull. Son premier Grand Prix chez Red Bull en Espagne, 2016, il l'a gagné. Donc, on a tout de suite vu que c'était un type absolument extraordinaire. Et il est juste, comment dire, c'est une tête brûlée un petit peu. Il est très rapide, hein, c'est un des plus rapides. En quelque sorte, en F1, on dit toujours qu'il y a les très très bons pilotes qui sont tous bons, très très bons, et puis il y a des génies. Alors les génies, c'est Alonso, Hamilton, à l'époque Schumacher, et sans doute que Verstappen en fait partie. C'est un génie du volant, c'est un surdoué, il a quelque chose de plus que les autres, donc il mérite largement le titre. Il en aura bien sûr bien d'autres, hein. Apparemment il aura bien d'autres titres. Et il est juste un peu, comment dire, il n'a pas de retenue. Quand il voit Hamilton devant lui, il faut qu'il passe. Quoi qu'il arrive, à gauche, à droite, il faut qu'il force le passage. Il y a eu plusieurs accrochages entre eux. Et on a vu notamment à Jeddah, l'avant-dernier Grand Prix en Arabie Saoudite, que Verstappen est complètement fou. Là, beaucoup de gens ont dit, mais là, il exagère, il en a trop fait, parce qu'il veut absolument, absolument gagner à tout prix. Il n'a pas, il a pas de religion, il n'a pas d'état d'âme, il fonce. C'était quoi le tournant de la saison si on prend avant ce dernier Grand Prix, s'il y a un moment qui a changé un petit peu, selon toi, le tournant de la saison? Oui, ben, à vrai dire, oui, c'est peut-être le Grand Prix du Brésil. Il y a 5 Grands Prix de la fin, 4 Grands Prix de la fin, parce que début de la saison était pas mal mené par les Red Bull. La RB16B de Verstappen était plus rapide que les Mercedes. Ils ont gagné plusieurs courses en début de saison, notamment en arrivée au début de l'été, ils étaient largement en tête. Et puis, chez Mercedes, ils ont travaillé comme des fous, ils sont revenus un peu, il y a eu d'autres accrochages, ça s'est un peu équilibré, il y a eu des courses sous la pluie, ça s'est un peu équilibré. Et puis tout d'un coup, au Grand Prix du Brésil, ben, Lewis Hamilton a été disqualifié pour cet aileron 0,2 mm trop large. Et là, chez Mercedes, ça les a piqués au vif. Ils sont tous rassemblés. Ils ont dit, mais c'est incroyable qu'on nous fasse ce coup-là. Ils sont travaillés comme des fous. Et là, Hamilton a gagné coup sur coup 3 Grands Prix, Brésil, Qatar, Arabie Saoudite. Et puis on s'est dit, bon, là voilà, la voiture est revenue en pleine forme. Ils ont réussi à améliorer cette Mercedes W12. Hamilton a dit que c'était un peu une diva cette voiture, mais tout d'un coup, ils ont trouvé des solutions pour qu'elle fonctionne bien et il était abattable sur la fin de saison. Donc le tournant, on peut dire, c'est cette disqualification d'Hamilton qui a réveillé complètement et qui a permis à Hamilton de gagner 3 courses d'affilée. Jusque-là, il était au championnat, c'était fini, c'était réglé, il était largué. Donc c'est un peu là le tournant, c'est au Brésil quand il est revenu en forme puis qu'ils sont arrivés à cette dernière course à égalité parfaite de points au championnat. Ça marche. Luc, c'est la combienième saison que tu suivais en F1 là, cette année? Ouais, alors, j'ai 25 ans, mais c'était peut-être c'était la 37e sur place. Ouais. J'ai vu plus de 600 Grands 37e Prix sur place. place. Ouais. Et Là, est-ce je que compte pas les c'était Grands Prix la, sur place, on est à Genève, mais sur place, j'en ai vu plus de 600 et c'était la 37e saison. Ouais. est-ce que c'était la plus folle? Oui, sans de loin. C'était la meilleure, la plus folle, et on ne revivra pas ça avant une cinquantaine d'années. Donc, c'était là qu'il fallait pas la rater, celle-là. Ça marche. Bah, merci. Merci à toi, Luc, pour toutes ces Cool. précisions. Ça passe très vite, hein. Quand on parle Ouais, de on a déjà F1 dit bien. avec un Pas trop. passionné. Bah, merci à toi et puis à bientôt dans la brasserie. À bientôt, merci. Salut Sylvain. Ciao. Daniel Visantini nous rejoint dans la brasserie du mardi. Salut Daniel. Salut. Tu étais au match Servette-Bâle au stade de Genève. On va parler un petit peu après de Servette, hein, qui a été un petit peu freiné dans son élan. Mais d'abord, j'aimerais parler avec toi du contexte. Enfin, on va déjà juste rappeler le contexte. La semaine passée, hein, il y a un communiqué de la Swiss Football League qui est arrivé, puis qui a interdit les secteurs visiteurs jusqu'à la fin de l'année. C'est ça? Rappelle-nous un petit Ouais, peu c'est les exactement détails. ça. Donc, la décision est tombée le 8 décembre. Décision de la Swiss Football League. Plus de secteurs visiteurs ouverts lors des 2 derniers matchs de la saison. Les 3, si on compte le match en retard de demain soir entre Young Boys et Bâle. Et puis, la raison principale, enfin, c'était un petit peu hypocrite, mais c'était le contexte sanitaire, hein, pour éviter les déplacements des supporters, éviter que 1500 supporters se retrouvent dans le même train, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. La Swiss Football League a présenté ça comme argument principal, limiter les déplacements pour qu'il y ait le moins de contact possible entre les gens et pas des trains spéciaux qui voyagent à travers toute la Suisse pour limiter les contaminations à cette période
de pandémie. Mais bon, on peut y voir évidemment un prétexte pris pour d'autres motivations. Ouais, c'est ça. On sait qu'il y a eu des débordements ces dernières semaines, mois. C'était pas plutôt ça la vraie raison là derrière. Ouais, Ouais. bien sûr que derrière il y a ça, puis je crois même qu'il y a surtout euh, un fait capital qui a motivé la décision de la Swiss Football League, c'est ce fameux match qui va avoir lieu ce mercredi soir entre Young Boys et Bâle. Il faut savoir que ce match a déjà été reporté une première fois, que cette fois-là, pour ce mercredi, la Moutaine Courvée, les ultras du FC Bâle, avaient décidé de venir et annoncer qu'ils allaient le faire à 1500 en défilant depuis la gare jusqu'au stade de Suisse, jusqu'au Vandorf, en fait, maintenant, c'est ça qu'il s'appelle à nouveau. Eh bien, la dernière fois que ça s'est passé, avec Bâle qui débarque dans la capitale, il y avait eu énormément de débordements, de déprédations, et ça, ils ne voulaient absolument pas le revivre, les autorités bernoises. Et les autorités bernoises avaient déjà dit que si tel était le cas, eh bien, elles interdiraient à nouveau la tenue de ce match. Face à cette menace-là, la Swiss Football League, prétextant peut-être du Covid, ou en tout cas sautant sur l'occasion, a décidé d'interdire les secteurs visiteurs. Mais on a bien vu, notamment à Genève et partout ailleurs en Suisse, que cette mesure-là, le remède quelque part est pire encore que le mal quand on ferme les secteurs visiteurs. Ouais, parce qu'on l'a vu un peu partout, des Valaisans à Berne, des Balois à Genève, des Zurichois à Lausanne. En fait, en gros, il y avait des parquages visiteurs dans la tribune, ce qui est bien plus dangereux, quoi. Ben voilà, c'est ça. Il y avait des contre-parquages. Alors heureusement, partout, tout s'est bien passé. J'imagine que chez les ultras qui ont fait ces contre-parquages, il y avait dans l'idée de surtout pas créer des débordements, mais de vivre l'expérience du match ailleurs. Il y a eu des scènes ubuesques. Je veux dire, Sion, par exemple, les ultras de Sion sont à 10 mètres de leur zone visiteur fermée, mais ils sont là. Simplement parce qu'ils ont acheté un billet comme n'importe qui. On peut l'acheter sur Internet, on peut l'acheter au caisse du stade si on veut. Cette mesure-là, l'éloignement quelque part des supporters, fonctionne absolument pas. À Servette, au stade de Genève, pour le Servette Bâle, c'était ubuesque la situation. Parce qu'à l'interne, les ultras avaient décidé entre eux de boycotter cette journée pour protester contre cette mesure-là. Eh ben, il se trouve que finalement, les ultras de Bâle étaient à l'intérieur du stade au coup d'envoi et les ultras de Servette étaient à l'extérieur du stade pour manifester contre l'interdiction faite aux ultras de Bâle de ne pas être dans leur secteur visiteur. Et donc la situation est totalement ubuesque à ce moment-là, parce que justement, il n'y a pas de coordination, même chez les ultras. Bref, avec tout ça, il y a aussi évidemment le souci sécuritaire en tribune principale ou en tribune populaire, familiale, pardon, comme c'est le cas à Servette, il y avait juste à côté quelques centaines de supporters balois dont on sait qu'ils peuvent être dangereux pour certains. Mais enfin, heureusement, rien ne s'est passé. Ouais, justement, toi, comment tu as vécu, comment tu as senti l'atmosphère au stade de Genève? Il y a eu un peu de tension quand vous avez vu ce COP balois allumer des fumigènes en Bon, tribune il y a chinoise. eu une surprise d'abord. La surprise, elle a surpris, pour tout le dire, tout le monde, mais surtout les gens qui étaient tranquillement installés en tribune Est, en face de la tribune principale, et qui tout d'un coup ont vu quelques centaines de Balois arriver en force, en chantant, en criant. Alors, c'est resté bon enfant, bien évidemment, mais plusieurs des supporters basiques genevois qui étaient là pour regarder le match tranquillement, avec femmes et enfants, pour certains, ont dû se déplacer, pas être à proximité immédiate des supporters balois. Après, il y a un semblant de cordon de sécurité constitué par un service d'ordre qui s'est constitué. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème majeur, mais on peut se dire quand même que cette proximité-là fait craindre peut-être le pire pour d'autres fois. Et en tout cas, quand les supporters adverses ne sont pas circonscrits dans un secteur fermé, comme c'est le cas des secteurs visiteurs, quand on ferme ce secteur-là, on constate finalement que cette mesure-là est un fiasco parce que les supporters se retrouvent ailleurs, en tribune populaire ou familiale, et c'est sans doute pire si ça dégénère. Alors, pour ce choc que tu as mentionné, IB-Bâle, de ce mercredi, il n'y aura pas de billet individuel. Est-ce que ça va suffire pour éviter que des Balois se retrouvent dans le stade de Suisse?
Oui, ça va suffire, manifestement. Alors après, je ne sais pas ce qui va se passer en dehors du terrain. Mais là, comme il n'y a aucun billet individuel vendu, la billetterie est fermée, ça veut dire que seulement les abonnés euh, pourront assister au match. C'est pas personne, hein. Il y a 20 000 abonnés au stade, enfin à Young Boys. Donc ça veut dire que si tout le monde est là, ça fera 20 000 personnes. Tout le monde ne sera pas là, donc le stade sera sans doute à moitié vide, ce qui est un peu malheureux parce que sinon le stade aurait été pratiquement plein pour ce choc entre Young Boys et Bâle. Donc on en est arrivé là aujourd'hui. Le quadruple champion de Suisse est obligé de fermer sa billetterie pour éviter les débordements potentiels d'un match phare. Et c'est bien triste. Au passage, heureusement que IB a gagné près de 30 millions avec la Ligue des Champions, parce que sinon, là, il se prive, en l'occurrence, en fermant sa billetterie, d'un potentiel gain de 350 000 à 400 000 francs. Donc, tous les clubs ne peuvent pas se permettre ça. Hein. Et puis comment la SFL, dans ce communiqué la semaine passée, elle avait précisé que c'était une mesure à court terme, forcément, c'était jusqu'à la fin de l'année 2021. Comment elle a réagi, puis comment elle va réagir? Quelles sont les mesures qu'elle entend prendre, ou est-ce qu'elle n'a pas encore décidé de tout ça? La SFL, j'ai eu son directeur au téléphone lundi après-midi, donc hier, et Claudius Scheffer, quelque part, est bien embêté. Bien évidemment, la Swiss Football League se doutait qu'il y avait un risque de contre-parquage. C'est comme ça qu'on appelle les fans adverses qui envahissent une tribune en achetant des billets. Cela dit, il n'a pas vraiment de formule magique pour l'interdire. À moins de faire comme eBay, eh ben, il est difficile d'empêcher quelqu'un d'acheter un billet sur Internet et se présenter le jour du match individuellement dans le stade pour ensuite que le COP de supporters se reforme. Donc, c'est très complexe finalement de lutter contre ça. La question revient même à se demander si c'est une bonne mesure d'interdire le secteur visiteur. Parce qu'au moins, quand les supporters adverses sont réunis à l'intérieur d'un périmètre circonscrit et sécurisé, ben, les risques sont quand même moindres. Maintenant, je ne sais pas vers quoi on se dirige. On a parlé aussi des billets nominatifs. J'ai aussi des doutes. Ouais, justement, on en a parlé, je crois, vendredi, il y avait une séance Ferreur. Il a été décidé que le temps était trop court pour l'introduction dès la saison prochaine. Donc, pour le moment, c'est un peu le flou par rapport à ces biais nominatifs. Ce qu'on sait, c'est que la SFL, elle est contre, hein, parce que le premier argument, c'est la baisse des spectateurs qui est attendue. C'est des centaines de milliers de francs, comme tu dis, voire plus de pertes, hein, si les biais nominatifs sont introduits. Oui, et puis derrière ce questionnement-là, on peut se demander si ça va vraiment avoir une influence capitale pour lutter contre la violence. Alors oui, bien sûr, quand les billets sont nominatifs, on peut identifier les gens qui achètent les billets. Maintenant, si on se rappelle de ce qui s'est passé le 23 octobre à Zurich au Letzigrund, quand les supporters, les ultras de Zurich ont envahi le terrain pour aller en découdre avec les ultras de Getse, eh ben, ils étaient tous sur le terrain ou la piste d'athlétisme du Letzigrund en direction du COP adverse. Et ils étaient tous habillés de la même manière. Et finalement, ils avaient tous un masque, des lunettes, une capuche. T'as beau avoir acheté un billet nominatif, les images vidéo ne te permettent pas d'identifier quelqu'un qui est déguisé et masqué de la sorte. Donc, une fois que les choses se sont faites, ils reviennent en tribune. Et puis après, ben, on ne sait pas qui a fait quoi et qui était sur le terrain ou pas. Donc, les billets nominatifs, ça peut être un argument qui est dangereux. Enfin, c'est bien pour ça que la Swiss Football League n'en veut pas, puisque ça peut générer une perte d'affluence. Mais au-delà de la perte d'affluence, est-ce que c'est vraiment utile au cas où les ultras viendraient quand même au stade, même s'il y a un biais nominatif? On peut en douter. Donc, c'est difficile de trouver la bonne mesure en même temps. Il ne faut pas se dire que c'est simple, quoi. Il y a encore pas mal de réflexions à faire pour gérer ces débordements. Oui, beaucoup de réflexions. Maintenant, il va y avoir ces discussions. Donc, je crois que le mouvement des autorités politiques et policières est pour favoriser l'arrivée la plus rapide possible des billets nominatifs. Ce ne sera pas pour le début de la saison 2022-2023,
On parle du début de la saison 2023-2024, mais peut-être même avant, si les modalités d'application sont mises en place. Il faut savoir que vérifier l'identité de chaque entrant avec le billet nominatif va demander plus de temps. Il faudra plus de tourniquets aussi, etc. Donc, il y a toutes des infrastructures à mettre en place aussi. Le temps passe très très vite. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler du sportif. On va juste rappeler que Servette a fait match une contre balle, mais on reparlera bien sûr du Servette cette saison. J'aimerais juste t'entendre, parce que tu suis aussi l'équipe, notamment l'équipe de Suisse de football, et son ancien coach, Vladimir Petkovic, n'a pas été nominé comme coach de l'année au fameux Sports Awards dimanche. J'aimerais juste une réaction de ta part par rapport à ça. C'est un petit peu c'est un oubli ou bien c'est un peu… Ah non, non, c'est pas du tout un oubli, c'est une mascarade. C'est honteux et strictement, stricto sensu, honteux que Vladimir Petkovic ne soit pas nominé et qu'il n'ait même pas reçu le titre de meilleur entraîneur de l'année. C'est affolant. On a donc là un entraîneur qui a les meilleurs résultats jamais atteints dans toute l'histoire du football suisse, qui arrive en quart de finale de l'Euro après avoir éliminé le champion du monde en titre, la France. On a donc consacré cette équipe comme étant la meilleure équipe de l'année, l'équipe de Suisse. On consacre son gardien comme étant le MVP de l'année, Yann Sommer. La personne qui a rendu tout ça possible en travaillant 7 ans et avec des résultats exceptionnels à chaque fois jusqu'au quart de finale de cet été à l'Euro s'appelle Vladimir Petkovic. Eh bien non, il ne figure même pas parmi les nommés pour le prix. Et donc, bien évidemment, il n'a pas le prix. Enfin, c'est une vaste plaisanterie, c'est ridicule. À moins de haïr Vladimir Petkovic comme certains le font, si on ouvre les yeux, il n'y a que des faits. Vladimir Petkovic méritait ce titre, bien évidemment. Et c'est honteux pour le sport suisse qu'il n'ait même pas été parmi les nommés. On va finir là-dessus. Daniel, merci à toi. Et puis, Merci, Sylvain. Et puis, on parlera de Servette la prochaine fois. C'est pas mal ce qu'ils font. Là, ils ont quand même 4 victoires de suite et un match nul. Non, 3 victoires de suite et un match nul pour sortir de crise. Ça veut bien dire que c'est fort, surtout quand les 2 derniers matchs, c'est IB, victoire à IB et Bâle, le grand Bâle quand même, de retour. On t'a perdu. Tu m'as plus là? Non. Il faut juste que tu répètes ta dernière phrase. Tu dis, ouais, c'est Moi, fort. je disais simplement que pour sortir de crise, Servette a quand même réussi, après 6 défaites d'affilée, à accoucher de 3 victoires et un nul contre Bâle. Les 2 derniers matchs étant la victoire à Berne contre IB, ce qui n'est pas rien, même si IB était à 10 en deuxième mi-temps. Et puis, match nul contre le Grand Bâle, 2-2 en menant 2 fois au score. Ça veut bien dire que Servette va beaucoup mieux qu'il y a un mois. Exactement. Et on en reparlera tout prochainement dans la brasserie. Merci à toi, Daniel. Et puis, à Merci. bientôt. À bientôt. Bye bye. La brasserie du mardi est en direct d'Arosa avec Robin Carrel. Salut Robin. Salut Sylvain, comment ça va bien? Ça va bien et toi? Écoute, un peu frisquet, mais ouais, c'est comme un beau pays, hein. Ouais, là je te vois, tu es, du côté d'Arosa, c'est ça, dans les Grisons, hein? Exactement, avec un magnifique ski cross sprint mardi soir et puis un truc par équipe tout chelou mercredi qui sera même pas en direct sur la RTS, c'est honteux. Mais ouais, c'est 2 petits jours de ski cross là, ça va être super, surtout que c'est la seule étape de Coupe du Monde qui se déroule by night et ça va être du gros spectacle. Vraiment, ça va être super à regarder. On va en parler tout à l'heure. J'ai envie de dire, il fallait être dans les Grisons en fait ce week-end, hein, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et puis ça tombe bien, on y était, autant que toi qui es toujours, et puis moi qui étais à Saint-Moritz pour le ski. On en parlera après du ski alpin. Mais bon, on va essayer de prendre dans l'ordre parce qu'en fait, toi, t'enchaînes. Hein, tu as une longue semaine, une jolie semaine dans les Grisons. Tu vas même aller après du côté d'Engelberg. Ça a commencé à Davos, hein, ton long périple, avec les ski. Exactement. Ouais, Hein. j'étais au fond à Davos, mais en fait, c'est juste dans la montagne derrière, mais c'est 3 heures en transport public pour passer de Davos à Arosa. C'est assez incroyable. Et puis parle-nous un petit peu, alors c'était un petit peu la tournée, enfin la dernière de Colonia sur sa neige de Davos. Comment est l'engouement sur la piste de ski de fond? Est-ce que c'était spécial parce que c'était la dernière de Colonia et plus de monde que prévu?
peut-être pas plus de monde que prévu parce que c'est quand même une tradition, cette étape de Coupe du Monde. C'était la 48e, je crois. Elle s'était déroulée à huis clos l'année dernière. Donc, les gens ont pu se venger un peu aujourd'hui. Et puis, c'est un monde qu'on ne connaît pas ou peu parce que c'est quand même tout l'autre côté de la Suisse avec une langue très bizarre, incompréhensible. Et puis, on se retrouve avec le fans club de Nadine Fenrich avec leur bonnet vert. C'est assez incroyable. Et puis, Colonia qui est une sorte de dieu là-bas, même s'il vient du Valmoustair, qui est tout au fond encore plus dégrisant, lui, c'est un vrai Davosien dans la tête. C'est plus de 20 ans qu'il habite par là-bas. Et ouais, c'est vraiment une icône. Et puis, il a un peu fendu l'armure ce week-end parce que ça s'est pas passé comme il voulait. Et puis lui qui d'habitude a une serrure et pas simple déjà à comprendre parce qu'il parle très peu, très mal le Hordeutsch, il est plus Graubünderdeutsche. Il a un peu fendu l'armure après sa modeste, très modeste prestation du 15 km de dimanche. Et puis il disait ouais, j'étais tendu, j'en ai fait pourtant des mondiaux, j'en ai fait des JO, mais là, la dernière à Davos, j'ai très mal dormi. C'était assez presque touchant de voir ça. Dans la zone mixte d'arrivée à distance réglementaire des athlètes, hein, forcément, Covid oblige. Et c'était assez, ouais, presque chou, tu sais, de voir ça, de voir un quadruple champion olympique, quadruple vainqueur du gros globe de la Coupe du Monde, être tout déçu de lui comme ça à 35 ans. Si on te comprend bien, il ne faut pas s'attendre à un cinquième titre olympique en février à Pékin, c'est ça? Alors lui, à mon avis, fait semblant d'y croire un peu parce que tu sais, il y a le Tour de ski fin d'année 21, début d'année 22. Il compte vraiment là-dessus pour reprendre le rythme, tout simplement parce que il avait fait une épreuve de Coupe du Monde avant d'arriver à Davos. Il s'est lancé sur le sprint juste pour faire une course, quoi. Alors que c'est pas du tout ce qu'il aime. Il a fini 66e des qualifs. C'était un peu presque ridicule. Et il espère monter en puissance. Puis on sait jamais, hein, le jour J, avec son expérience. Mais non, s'il fait un top 10, c'est déjà extraordinaire. Après, est-ce qu'il peut y avoir un espèce de relais? Est-ce qu'il peut plus aider la Suisse là-dedans? Mais ouais, c'est plus une tournée d'adieu et j'ai bien peur que les limites qu'il a montrées ces derniers mois, dernières années presque, elles soient rédhibitoires pour aller chercher une nouvelle médaille aux Jeux Olympiques à Pékin. En plus, il nous a fait une Tanguy neuf, hein. Il a changé de marque de ski en pleine allée olympique. C'est assez fou, ça. J'ai l'impression que ça lui ressemble pas. Ouais, justement, il avait la même marque pendant 13 ans, je crois, des Fischer. Et là, il est parti chez Atomic, qui est la marque de Klébo, hein, qui est la grande star du ski de fond. Des skis plus courts de 10 cm. Alors moi, je suis pas assez fort en ski de fond, à part aller faire des petits tours à la Foulie quand j'étais gamin. Mais ouais, il essaye des choses et puis c'est all-in, quoi. Ça passe, c'est un miracle. Ça passe pas, c'est normal. Donc, Il n'y a pas grand-chose à ouais, prouver, quoi. voilà. Ouais. Et puis, donc, c'est au Tour de ski, tu l'as dit, en fin d'année, que ça va se décider la sélection suisse. Mais il y avait deux, trois petits signes positifs de Candide Pralon, hein, le roman. Nadine Fendrich qui a fait des bons résultats aussi. C'est là que ça va se décider. Mais en gros, il n'y a pas non plus 1000 espoirs autres, 1000 espoirs suisses. Et surtout, j'aimerais t'entendre sur la relève. Il y a pas grand monde derrière, hein. Parce qu'Ediger, il a plus Alors, de temps, Pralon il y aussi. a, ça, c'est, ouais, mais il y a un petit jeune qui avait brillé, je ne me rappelle plus son nom, c'est malin, qui avait brillé au JOJ. Et semblerait que, tu sais, hein, toutes les étapes de Coupe d'Europe ou les courses un peu plus modestes en dessous de la Coupe du Monde pendant le Covid, il y en avait vachement moins. Donc Mhm. pour les jeunes, ça a été plus difficile. Et puis, il y a ce Vitus Grond, qui est un Davosien lui aussi, qui a 21 ans, qui n'a pas été ridicule du tout sur le sprint. Lui, c'est peut-être une carte à jouer dans les prochaines années pour le ski de fond suisse. Et puis, tu le disais, un Nadine Fenrich qui a eu un petit peu de chance, mais il faut savoir la saisir, ça on est bien d'accord. Et qui finit deuxième du sprint, c'est génial pour elle. Jamais une Suissesse n'était montée sur le podium en sprint à Davos. Donc, c'est vraiment un bon signe. On sait comment ça va le sprint. C'est une sorte de ski cross à plat, hein. Tout peut arriver. Il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des accrochages. Et puis là, sur un malentendu, tu vas gratter une médaille à Zhangjiakou. T'es vraiment content. Et puis, elle a que 26 ans, il me semble, Nadine Fenrich. Donc, elle a encore le temps. Moi, je pense que il peut se passer des choses avec elle. Et puis elle est très rigolote, elle rigole. C'est vraiment des athlètes qu'on aime bien.
Et puis en relais, du coup, tu l'as dit, on aura peut-être des chances. C'est peut-être là qu'il y aura une médaille qui pourrait sortir en ski de fond. Ouais, mais il y a du lourd partout, hein. Les Russes, les Français, les Norvégiens, c'est tout des kilomètres en dessus. Mais après, le jour J, tu fais un bon relais, tu te mets dans le bon sillage et puis tu vas sneaker un vieux Français en sprint, sur le sprint final. On sait jamais, mais ouais, disons s'il faut parier sur des médailles, mettez pas tout de suite sur le ski de fond. Mm. Attendez peut-être le ski cross ou le ski alpin, c'est plus sûr. Mais non, mais c'est bien parce on va vibrer et puis il commence à y avoir deux, trois têtes qui émergent et c'est toujours un petit monde très particulier. Bah, tu parlais de Candide Pralon, hein, il fera pas de médaille à Pékin. Déjà, pour lui, aller à Pékin, ce serait extraordinaire. Mais ouais, c'est des belles découvertes comme ça. À 31 ans, il fait un des meilleurs résultats de sa carrière en s'entraînant tout seul dans son coin ou presque. C'est des belles histoires à raconter aussi. On va parler du ski cross vu que tu es à Rosa, hein. Alors, donc, ça se passe en nocturne ce soir. Rassure-nous, c'est pas un ski cross parallèle. Non, heureusement pas. Mais ouais, bah, ils sont quand même quatre de nuit, dans des endroits très peu éclairés, qui se tirent la bourre pendant 25-30 secondes sur une piste bah, magnifique, hein. Il y a un petit dévers qui dribble une jolie petite chapelle. Non, c'est extraordinaire. Comment on appelle ça? La piste, ouais. Après, j'ai les anglicismes des coureurs qui me viennent dans la tête, forcément, parce qu'ils ont tous plein de termes très chelous pour parler de ça. Mais c'est vraiment un super tracé. Et puis là, bah, on est encore en matinée, hein. Ils sont en train de faire un entraînement qualification. Qualification, ils sont 68 pour 64 places, donc ça va être vite fait. Tous les Suisses ont passé. Mais ouais, dès 19h, il y a les 64e de finale des garçons. Et puis, c'est un spectacle de taré, hein. Imaginez-vous, quand vous faites une descente à ski, bah, mettez trois types costauds à côté de vous. C'est vraiment un sport qui est devenu plus que ce qu'on disait avant, aller rater de l'alpin, aller se tester en ski cross pour voir si ça passait. Et bah là, c'est devenu un sport vraiment à part entière. Et puis, ouais, c'est super pro. L'encadrement de Suisse qui est vraiment très costaud. Il y a plein de choses qui sont travaillées, des nouveaux aspects. Ils font très attention au fartage comme d'habitude, mais aussi à d'autres aspects, visualisation et tout. C'est vraiment intéressant. Et ouais, c'est pas encore forcément, ça n'a pas encore l'aura du ski alpin. Mais en Suisse, il commence à y avoir une vraie tradition du ski cross. Et puis, bah, ça se voit chez les hommes, hein. On a quatre places pour les JO. Ils sont 8 ou 9 à se tirer la bourre pour essayer de gagner leur billet. Ça va être tendu jusqu'au bout. Et puis, bah, c'est une concurrence interne qui peut faire que progresser tout le monde. Chez les femmes, par contre, Fanny Smith est un peu toute seule, surtout qu'on a appris le gros coup dur pour la romande, pour la Genevoise Sixtine Cousin, hein. Tu as des nouvelles un peu? Ouais, elle s'est encore blessée. Bah, il y a tout son genou qui a pété, quoi. Si je me rappelle bien, deux ligaments et un ménisque dans la boîte à gants, c'est terrible, surtout qu'elle s'était déjà blessée un genou. Ouais. Heureusement, elle est jeune, ça se répare ces choses, mais ouais, ça doit quand même peser sur le moral parce que c'est compliqué, hein. Souvent dans le ski, c'est les genoux qui pètent, mais là, à plusieurs reprises, dans un sport de contact en plus, ouais, c'est chaud. C'est très malheureux, mais bon, on voit, hein, Romain Détra est là, il a été longtemps blessé lui aussi au genou, il a encore un peu mal au dos, mais il revient. Il y a moyen de revenir. Puis bon, quand tu es une force de la nature et quand tu aimes ton sport, tu as toujours envie de revenir. Mais ouais, c'est dommage. Puis comme tu disais, la concurrence chez les filles, elle n'est pas encore top. Mais il y a Sana Ludi qui est toujours là. On ne sait jamais sur une épreuve qu'elle aime, qu'elle connaît bien. Elle peut briller épisodiquement. Et puis bah, sinon, ça va se construire aussi, hein. Vu l'encadrement et les moyens qui sont mis, je pense qu'il y aura une relève à moyen terme. Il manque juste des épreuves de Coupe du Monde. Ça, c'est un peu comme le vélo où il manque en Suisse des courses locales et des courses de second, troisième niveau. Bah, dans le ski cross, il manque quand même pas mal de Coupes d'Europe et de petites courses comme ça pour permettre aux gens déjà d'avoir envie de faire ce sport et Mhm. puis de pouvoir compétitionner à un moindre niveau parce qu'après arriver directement en Coupe du Monde, c'est dur, hein. Ils sont quand même 68 là au départ. C'est 68 gars qui vont pas descendre tous en chasse-neige, hein. C'est un super niveau. Donc, ouais, il faudra trouver des organisateurs pour les petites courses. Toi, tu as rencontré Fanny Smith hier, hein, Oui,
qui est notre grosse chance de médaille dans la discipline à Pékin. Comment elle va? Elle était fâchée après Val Thorens à cause des conditions météo. Elle a peut-être tiré un petit peu le frein à main aussi parce que se blesser à quelques épreuves des Jeux, c'est pas forcément le meilleur plan. Là, il fait Mhm. beau. Ce sera ce soir en nocturne. Comment elle aborde la course et puis cette saison? Comment elle gère un petit peu justement cet aspect sécuritaire aussi? Bah, c'est le mix qui est impossible à trouver, tu sais, pour les sportifs en année olympique. Parce que tu sais que bah, si tu mets pas 100%, bah, tu vas pas gagner. Puis si tu gagnes pas, bah, tu n'as pas la confiance. Et Ouais. puis si tu vas à 98%, tu sais que c'est là que tu risques de te blesser. Euh, ouais, donc c'est un mix qu'elle doit trouver. Mais bon, en même temps, elle a tellement d'expérience. C'est sa 13e saison en Coupe du Monde. Elle sait très bien ce qu'elle fait et comment le faire. Et puis bon, les JO, elle va quand même mettre l'accent là-dessus parce que c'est le seul trophée majeur qui lui manque finalement. Et Ouais. puis, bah oui, alors il faut monter en puissance, il faut trouver surtout le moyen de battre Sandra Nesloun, hein, qui est sa grande copine, mais sa grande rivale. Il va falloir trouver le moyen de la battre. Et puis, bah, si tu arrives au JO en ayant fait que des deuxièmes places derrière elle, bah, tu as, un retard psychologique sur la chose. C'est pas une bonne chose. Donc, il faut se battre, il faut aller à 100%. Et puis, Fanny, de toute façon, bah, elle sait faire. Et puis, c'est ça qu'elle adore faire. Puis bon, comme je te disais, hein, elle a une telle expérience que moi, j'ai aucun souci pour elle. Et puis, elle adore son sport. Elle va pas faire une Colonia ou une Van der Graaf. Elle va continuer après les JO. Et puis, au pire, on la retrouvera peut-être dans 4 ans Mhm. pour essayer encore ce rêve olympique. Ouais. Ouais, puis elle n'a pas la pression justement de la qualification olympique, hein. Par contre, est-ce qu'elle joue aussi le globe? Et du coup, là, il faut quand même être au contact de Nesloun. Voilà. Mais bon, elle a gagné quoi, 3 ou 4 fois le Globe? Je sais plus, 3 fois, je crois. Mhm. Je pense que cette année, je pense que même elle échangerait 2 ou 3 de ses globes contre une médaille d'or olympique. Déjà, d'avoir eu le bronze à Pyeongchang, ouais, pour elle, c'était extraordinaire parce que c'était les Jeux Olympiques, même si c'était entre guillemets que le bronze. Et là, elle avait battu Neslund d'une courte tête pour le bronze. Moi, je pense que, bah, comme beaucoup de sportifs, hein, tu échanges la moitié de ton CV contre une médaille d'or olympique et qui vaut le grand maximum de chaque sport, quoi. Ça marche. Et après, tu vas se filer à Engelberg, c'est ça pour le saut à ski, hein. Tu vas rencontrer Simon Exactement. et Kylian Payet. Alors, non seulement j'ai découvert le ski de fond, c'est extraordinaire, c'est une ambiance qu'on peut. Bah, imaginez une sorte de giron avec des Suisses allemands autour d'une piste de ski de fond, donc c'est assez marrant. Le ski cross, bah, on verra ce soir. Je pense qu'au vu de ce que je vois depuis ici, il y a une fenêtre avec du Jägermeister et des bières. Ça pourrait être bien sympa en bord de piste aussi. Et puis ensuite, ouais, Engelberg, dès les qualifs, c'est vendredi, je crois. Puis ça, c'est le truc que je préfère au monde. Je pense qu'il y a le Tour de France, la Coupe du Monde de foot et le saut à ski dans la vie. Et ça, c'est extraordinaire de voir ces types voler en dessus de ta tête à 120 km/h. C'est juste incroyable. En plus, à Engelberg, bah, tu vois le tremplin depuis le centre-ville. Il y aura Kylian Payer qui est dans une super forme, qui le jour où il mettra 2 sauts de suite, bah, il va refaire un podium Coupe du Monde, c'est sûr. Il y a Simon Hamann qui va se qualifier pour les JO, pour ses 7e Jeux. Rends-toi compte, 7 Olympiades. C'est dingo. Ah, il va se qualifier, et puis bah, il y aura aussi Dominique Peter, il y aura aussi d'autres Suisses qui arrivent gentiment à être au niveau Coupe du Monde, à marquer des points régulièrement. Non, ça va être super. Et puis, bah, regardez bien ça à la télé. Ça va être commenté par mon ami Mathieu Jutens qui va vous faire vibrer comme pas permis. Ça, non, c'est un spectacle incroyable. Et si une fois, vous avez la chance de pouvoir aller voir du saut à ski, il faut y aller absolument parce que c'est complètement dingue. C'est vraiment incroyable. Imaginez, bah, on voit le Hunche pour l'Arberhorn, c'est super impressionnant. Bah là, les types, ils font 4-5 fois la distance et puis ils sont 10 mètres plus haut. Donc, non, c'est des grands malades. Ça, bah, souvent, on peut s'identifier aux sportifs. Tu sais, ah ouais, là, j'aurais fait comme ça. Le football, tout le monde en fait. Le ski, tout le monde en fait. Le saut à ski, c'est vraiment une caste de 100-150 grands malades qui se baladent, qui se balancent sur un tremplin et qui font après du 150 km/h avec des skis, quoi. C'est fou. Non, ça, je vous conseille, il faut vraiment venir à Engelberg si vous n'avez rien d'autre de mieux à faire ce week-end, promis.
Ça marche. Le temps file avec toutes ces épreuves dans les grisons, mais c'est super intéressant. Puis c'est cool d'être en direct avec toi, Darosa. Mais on va peut-être parler juste, on va te dire 2 mots sur Saint-Maurice, parce que moi j'étais aussi dans les grisons. Je suis de retour là au show. Ouais. Bon, Ben, alors dis-moi quand même, quand Lara, elle est partie en Pietro Vitalini, là, qu'elle est partie faire ses flic-flac en dessus du filet orange, ça doit être horrible à vivre, ça, depuis en bas. ouais, tu sais, c'est toujours comme ça dans ski alpin, quand il y a une chute, t'as l'ambiance de folie en bas, même par exemple à Kitzbühel aussi. Tout d'un coup, tu as un silence, mais vraiment, tous les drapeaux, ils se sont baissés. Tous les gens, Mm. il y a eu une sorte de clameur comme ça, puis ensuite, plus un bruit. Tout le monde se regardait. T'entends un peu les radios. T'as Michel Guizine qui a tout de suite pris la radio, qui a parlé en haut, qui a averti les autres de faire attention, etc. Euh, c'était assez impressionnant, ouais. Et puis ça Bah, calmait l'ambiance, quoi, parce qu'en plus, ben, elle avait gagné la veille, tout le monde était trop chaud pour le doublé. Elle filait vers un doublé, hein. Je crois qu'elle avait 54 centièmes d'avance au dernier inter. Et puis là, ben, cette faute, ouais, c'est dommage, mais c'est le super G, c'est comme ça. mais c'est dingue quand même comme Lara Goutte sur le Super G. Donc, on le rappelle, hein, sans entraînement, arrive à interpréter mieux la piste que tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, là, une sorte de don, hein. Je crois que depuis toute petite, assez jeune, elle avait cette lecture du terrain, cette interprétation. Puis ça fait la différence parce que ben, quand t'as une descente, tu as 3 entraînements, donc tu as le temps le soir de corriger la vidéo. Ah, cette ligne, elle n'est pas bonne, ce saut, il faut que je le prenne plus à droite, etc. Là, tu as juste la reconnaissance. Puis la reconnaissance, ben, tu dérapes au bord de la piste. Même certains passages, Mhm. parfois, tu ne peux pas les faire. Donc, tu ne peux pas te rendre compte de la vitesse que tu auras exactement. Et puis là, en plus, il y a le vent qui était un élément. La veille, il y avait la mauvaise visibilité, le brouillard. Donc, il y a beaucoup de skieuses qui ont tiré le frein à main, qui ont eu peur. Il fallait oser se lâcher. Il n'y a que Lara Boudberami et Sofia Goggia qui ont lâché les chevaux. Même Chiffrine, elle a fini à 1,18. Et donc, plein d'autres skieuses ont tiré le frein à main. Le lendemain, ben, pareil avec le vent. Lara Berami, elle a foncé. Et puis ben, voilà, elle a peut-être pris un petit peu trop à gauche. Ou trop à droite. Enfin, c'est des petits millimètres comme ça, mais elle reste impressionnante, ouais. Au niveau de la lecture du terrain, c'est assez fou. Et là où on voit que ces athlètes ne sont pas faits comme nous, bah en fait, elle n'a pas grand-chose, quoi. Nous, on se serait pété la moitié des os de notre corps, on aurait eu une épaule déboîtée et puis 3 vertèbres de fracturées. Puis elle, finalement, elle s'en sort super bien. Ouais, exact. Elle a eu beaucoup de chance, hein. Elle a donné des nouvelles hier. Finalement, c'est quelques bleus, des contusions, enfin des courbatures. Et puis, ouais, elle est un petit peu blessée à l'épaule. On espère que ça va pas trop la perturber, quoi. Parce qu'il y a déjà des épreuves de vitesse ce week-end. Alors, ce week-end, elle va peut-être justement, on verra comment elle va aborder ses courses, quoi. Est-ce qu'elle va tirer le frein à main? Est-ce qu'elle va faire l'impasse sur la descente? On ne sait pas trop encore. Mais en tout cas, elle a dit qu'hier que tout allait bien, qu'elle était contente et rassurée et qu'elle allait s'aligner si tout se passe bien à Val d'Isère, quoi. Puis bon, on est bien d'accord, hein, le Covid n'est pas arrivé jusqu'au Grison, hein, tout se passe bien. Apparemment pas, non, on n'a pas eu de nouvelles. Mais en tout cas, il y avait du monde, hein. Il y avait 5000 personnes samedi. Je crois que dimanche, il y en avait plus encore. Ouais. Euh, Puis bon, il y a ce concept de bulle sanitaire. Mais finalement, le soir au restaurant, rouge, bleu, jaune, je pense que c'est pareil chez toi. Les gens se mélangent quand même finalement. Voilà quoi. Ouais, alors Fanny Smith n'était pas très contente parce que bah, quand même, tous ces athlètes jouent gros, hein. Si tu te fais contrôler positif maintenant, t'es pas bien. Si tu es positif en arrivant en Chine, t'es pas bien du tout. Et si tu es contrôlé positif en Chine, tu peux faire jusqu'à 5 semaines dans une chambre d'hôpital au milieu de la Chine. Donc, on rigole pas trop avec ça. Et puis, bah, Val Thorens, ils étaient censés être dans une bulle, mais ils sont retrouvés dans un hôtel avec forcément des gens qui festoyaient dans tous les sens et qui n'avaient pas de masque, rien du tout. Donc ça met un petit peu en colère. Là, sur les hauts des Rosas, c'est un peu plus tranquille, mais ouais, faudrait pas qu'il y ait une mauvaise surprise parce que tu te rends compte, hein, à cause d'une bulle sanitaire éclatée par 2 gars bourrés, tu peux manquer l'objectif de ta vie. C'est pas facile à gérer de ce côté-ci non plus. Ouais, je pense que ça va rajouter un facteur de stress 1 semaine, 2 semaines avant Pékin. Il y a par exemple les épreuves de Kitzbühel, hein. Je ne sais pas si elles Mhm. seront à huis clos, pour le moment pas. Voilà, comme tu dis, les gens se mélangent et puis je pense que les athlètes vont être encore un peu plus tendus par rapport à ça juste avant les Jeux. Merci Robin en tout cas pour ces C'est déjà fini. précisions. Bah ouais, ça fait déjà plus que 20 minutes là, on a fait péter le chrono. Oh, Mais, merde. c'était top. Bon, bah, je vais aller au bord de la piste avec mon joli gilet jaune et puis bah, bonne fin de brasserie à tous.
Ça marche. Merci à toi. Bonne course et bonne chance à Fanny Smith et aux Suisses ce soir. Ciao Robin. Ça Merci. roule.